plan alerte enlèvement a donc été déclenché pour la 3e fois en France après la disparition d'un bébé de 3 semaines hier à l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. C'est un tout petit. Il peut lui arriver des choses graves rapidement. On ne connaît rien de sa psychologie à la ravisseuse. Elle pouvait être partout. Ma vie, mon fils, c'est mon sang, c'est ma chair. On s'inquiète pour l'état de santé du bébé qui a à peine 15 jours. Si elle est simplement négligente, l'enfant est mort. Il faut y aller. Et vite. Et vite. Parce que chaque heure qui passe compte. Kidnapper un nourrisson au milieu d'un hôpital est un crime très rare en France. Voilà pourquoi l'enlèvement de Bilal, un bébé de 15 jours seulement, va devenir une affaire hors du commun et conduire au déclenchement du dispositif unique et colossal Alerte Enlèvement. 13 ans après, nous avons décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Montfermeil, en banlieue parisienne. C'est dans le groupe hospitalier de cette ville que tout commence. Aurélie a 23 ans. Elle vient tout juste de donner naissance à son premier enfant, Bilal. Aurélie et Khalifa sont des parents jeunes mariés, mais c'est aussi un couple compliqué. Khalifa ne vient pas seul voir son nouveau-né. Il amène une jeune femme, Linda, avec lui à l'hôpital. Et il me dit, ouais, c'est une amie à moi. Elle est à la maison avec moi en ce moment. Mais bon, après, je l'ai mal pris, puis voilà, quoi. Quelques jours plus tard, Khalifa demande à sa femme Aurélie que Linda reste hébergée chez eux. Ce vendredi, Aurélie retourne à l'hôpital. Elle a rendez-vous avec son médecin pour un contrôle de routine. Le père de Bilal ne vient pas avec elle. Pour autant, elle n'est pas seule. Linda l'accompagne. Elle a voulu venir avec moi, et puis moi je croyais que le père il allait nous suivre. Le temps que j'étais en visite, mais lui il est allé à Paris, il a décrété d'aller à Paris. Donc moi je me suis retrouvée toute seule avec elle. Il est midi, Aurélie entre en consultation. Elle confie le bébé à Linda dans la salle d'attente. Je lui avais laissé un biberon. Je lui ai dit, attends-moi là, j'arrive, j'en ai pour pas longtemps, j'en ai pour un quart d'heure, j'arrive quoi. Quand je suis sortie, mon fils n'était plus là. Ni l'enfant, ni la poussette, ni la personne. La première chose, c'est qu'on cherche autour de l'hôpital, descriptif de la jeune fille, la poussette. Je pense qu'on parlait même d'une couverture identifiable de l'hôpital de Montfermeil. Mais rien n'y fait. Aucune trace du bébé. Je suis allée directement au commissariat de Montfermeil. Et au début, ils ne voulaient pas me croire. Je suis dit, mais si, mon fils. Puis ils étaient en panique. Il faut trouver le père, l'entendre. Les policiers parviennent à le joindre à son travail. Khalifa rejoint le commissariat. Il est interrogé et ne semble pas impliqué dans la disparition de son fils. Il est tout aussi inquiet qu'Aurélie.
L'hôpital confirme à son tour la disparition de Bilal. Désormais, la plainte est prise au sérieux par les policiers. On a été informé dans l'après-midi d'une disparition à l'hôpital de Montfermeil, d'un petit nourrisson, et qui serait parti avec une jeune fille qui en avait la garde pendant que la maman était en auscultation. C'est la police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui est en charge de l'affaire. Un gamin qui a 2 semaines, on ne peut pas le laisser dans la nature avec on ne sait qui. Donc c'est probablement ça qui a fait qu'on a été saisi assez rapidement de cette affaire, et non pas une brigade des mineurs ou un commissariat serait resté saisi. Aurélie se confie aux policiers. Elle soupçonne évidemment Linda d'avoir enlevé Bilal. Au départ, on n'imaginait pas qu'il y avait une action violente de la part de qui que ce soit, puisque c'est la maman elle-même qui disait avoir confié le bébé à cette jeune fille. Mais les policiers se rendent vite compte que Linda est une quasi-inconnue pour Aurélie. On a un signalement, bien sûr, le signalement que nous donne la maman notamment, mais c'est tout, on n'a rien d'autre. L'âge, on ne le connaît pas, elle aurait 18 ans. Qui elle est, d'où elle vient, on ne sait pas du tout. La maman nous a donné un prénom, mais pas d'état civil. Ah non, on a peu de choses sur la ravisseuse. Patrick Poiret est l'adjoint du procureur. C'est lui qui dirige l'enquête. Il se concerte avec les policiers. Ils sont de plus en plus inquiets. Ce qui nous inquiétait particulièrement, c'est les conditions d'accueil de cette fille inconnue. Il l'avait recueillie par sympathie ou par empathie, je ne sais plus. Ça nous paraissait curieux. Aurélie doit s'expliquer. Qui est vraiment Linda ? Et comment est-elle entrée dans sa vie ? C'était une amie au père de mon fils. À la base, c'était une amie au père de mon fils. Moi, je la connaissais pratiquement pas. Et je la connaissais pas du tout à la base. Il m'a dit, tiens, je te présente Linda, c'est une amie à moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, elle m'aide à faire ce qu'il y a à la maison, ne te fais pas de soucis. Puis après, voilà quoi. Après, je lui ai fait confiance plutôt au papa, qui était dans ma vie depuis X temps. Donc, je lui ai fait confiance quoi. Les parents savent son prénom, Linda, c'est tout. La fameuse Linda vit pourtant sous leur toit. Ils cohabitent donc tous ensemble avec leur bébé de 15 jours. Interrogé, Khalifa est confus. Elle est hébergée chez eux depuis quelques nuitées. Le papa du bébé l'a fréquentée ou connu dans un arrondissement parisien, je crois, où il travaille. Et par pitié, l'aurait accueilli au domicile de Shell. Elle avait son coin à elle. Et moi, je dormais avec mon fils juste à côté, quoi. Mon fils, on avait un studio à la base. Un F1, quoi. La cuisine était séparée. Une manière de vivre qui pose des questions. Je ne veux pas être désagréable vis-à-vis de ses parents, mais pour nous, c'était le quart-monde. Voilà. Des gens, le père laborieux, il n'y a rien, voilà, mais des gens qui vivent sous, c'est un peu en marge. Le statut de la ravisseuse était inquiétant, voilà, dans ce couple. Plus le temps passe, plus Aurélie est gagnée par l'effroi. Très certainement, il y a une prise de conscience soudaine, il y a un voile qui se lève, le voile de sa naïveté, de réaliser qu'elle hébergeait une quasi-inconnue, à qui elle a confié son enfant imprudemment, et il y a certainement autant de peur que de culpabilité. Il doit y avoir un auto-reproche durant ces instants qui est intense. Comment ai-je été assez folle, assez aveugle, etc. Donc l'effroi là est très certainement maximal. Le temps presse. Les policiers décident de retourner sur les pas de la présumée ravisseuse. Le commissariat, ils m'ont dit, allez chez vous, peut-être qu'elle est chez vous. J'ai dit non, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas chez moi. Même si Aurélie dit avoir vérifié, les policiers veulent en être sûrs. On fait le trajet
que la maman nous indique entre le domicile et l'hôpital, et on trouve rien. On n'a rien trouvé du tout. On ne connaît rien de sa psychologie à la ravisseuse. Les parents ne nous disent pas grand-chose sur elle, donc c'est un peu inquiétant. Alors quand on a écarté l'hypothèse qu'elle est rentrée, même si elle ne connaît pas les lignes de bus, qu'elle est tentée de rentrer à l'appartement qu'elle occupait, quand on a pu cette piste-là, elle pouvait être partout, à partir de là. À ce stade, les enquêteurs décident de diffuser l'information en interne. On envoie un télégramme de recherche à tous les services pour indiquer qui est parti, avec qui, à quel moment, et puis on attend éventuellement de trouver une réponse. Mais dans un premier temps, on ne fait pas d'appel à témoins. On se contente de saisir l'ensemble des services de police et de gendarmerie de cette disparition. Et ensuite, les fonctionnaires diront si ce signalement leur rappelle quelque chose ou leur permet de penser à telle ou telle personne. Il est 17h. Voilà plus de 4 heures que Bilal a disparu. Et les recherches sont au point mort. Je ne sais pas qui a l'idée d'alerte enlèvement, je pense qu'on en parle. Et rentre dans une difficulté particulière, c'est la conception, le déroulement d'alerte enlèvement à côté du travail d'enquête habituel, puisque tout ne s'arrête pas en attendant que les gens appellent quand on a déclenché. C'est un appui aux enquêteurs, alerte enlèvement. Ça ne supprime pas toutes les investigations, les filatures, les écoutes, les géolocalisations, enfin le travail habituel des enquêtes criminelles. On se dit qu'il n'y a aucun élément d'enquête qui nous permette d'avancer pour le moment, et que la solution alerte enlèvement pourrait être envisagée. Le procureur de la République François Molins consulte son adjoint Patrick Poiret. Ensemble, ils s'organisent. Et c'est là qu'on prépare tout ce qu'il faut préparer pour l'alerte enlèvement. Ce dispositif est colossal. Il demande de répondre à des critères bien précis. Les critères de déclenchement sont au nombre de 4. Il faut qu'il y ait un enlèvement ou une soustraction, premier critère, avéré. De mineur, deuxième critère. Il faut qu'il y ait une dangerosité immédiate pour la vie du mineur. Et il faut qu'il y ait des éléments de signalement à diffuser aux médias afin de susciter des témoignages. Dans le cas de Bilal, pour le procureur, c'est le critère de la dangerosité qui inquiète le plus. Le danger qui pouvait nous alerter, c'est l'alimentation du bébé et sa santé. On s'inquiète avant tout parce que c'est un tout petit. Et que le tout petit peut lui arriver des choses graves rapidement, notamment en question santé. Voilà. Et puis ensuite, parce que ce petit est parti avec une personne dont on ne connaît rien. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort d'un enfant. Et à ce moment-là, il y a plein de questions qu'on ne se pose pas. Il faut agir. Face à un dispositif qu'il faut optimiser à chaque fois en fonction de la situation et pas avoir trop d'état d'âme ni trop se poser de questions. Il faut y aller. Et vite. Et vite. Parce que chaque heure qui passe compte. Le procureur doit maintenant prévenir la chancellerie pour l'informer de sa décision ou non de lancer l'alerte. C'est présenté comme une décision du procureur, mais c'est une proposition du procureur. Il faut que ce soit validé par le procureur général et validé maintenant par la DACG, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. Mais il reste une difficulté de taille. Les enquêteurs n'ont aucune photo de Linda. Difficile de diffuser une alerte enlèvement sans identité du ravisseur. Tous ces échanges vont prendre du temps, convaincre qu'il y a un intérêt, on a des chances d'avoir des éléments sur l'affaire Bilal. On n'a pas de photo à ce moment-là. Là, on n'a qu'un message, une identification des éléments de poussette, de taille à peu près de la ravisseuse. Enfin, j'estime qu'on a suffisamment d'éléments pour lancer cet appel. Avant d'en discuter au fur et à mesure de la soirée,
Et on convient avec M. Poiret, qui à ce moment-là certainement a eu le feu vert de la chancellerie pour que la chancellerie déclenche l'alerte enlèvement. Et on convient du texte qui va être donné à la presse pour alerter la disparition de cet enfant. Avec le peu d'informations qu'ils ont, le procureur et son équipe rédigent le message d'alerte. La cellule d'écoute des policiers se prépare, elle aussi, du côté du 36 quai des Orfèvres. Ça a pris un certain temps. Je pense qu'on a perdu, entre guillemets, du temps. Peut-être parce que personne n'est jamais tout à fait prêt sur ce genre de dispositif. Il a fallu que la police judiciaire convoque ses effectifs pour la salle de crise. Et je pense que après 23 heures, en tout cas, c'était bon, c'était prêt. À minuit, l'alerte enlèvement est lancée. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Ça ressemble à un spot avec une présentation particulière et un bruit particulier qui attire l'attention des auditeurs, des téléspectateurs, des gens sur les autoroutes ou dans les gares ferroviaires ou dans le métro. Le message est diffusé en masse. Partout, on est à la recherche de Bilal. Mais il est déjà tard dans la nuit. Évidemment, cela réduit le nombre de gens alertés par le message. Ça aurait été mieux que ce soit à 21h ou au journal de 20h, c'est sûr, mais c'était techniquement pas possible. On n'a pas le choix. Pour chacun, c'est un plongeon dans l'inconnu. C'est seulement la 3e alerte enlèvement depuis sa création en 2006. C'est une nouveauté. Ça n'a jamais été. Il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de. Voilà. Donc c'est en vrai, alors qu'on a l'urgence de retrouver un bébé, parce que pour le policier, son cœur de métier, c'est quand même de retrouver le bébé. C'est pas de faire, entre guillemets, de la communication. Alerte enlèvement, bonjour. Les téléphones de la cellule d'appel commencent à sonner. Que des fausses pistes. Au départ, c'est que des fausses pistes ou des pistes trop tardives. J'ai vu, mais il y a 2-3 heures. Une femme et un bébé pouvant être Bilal auraient été en effet repérés vers 15h en plein Paris, près du carrefour Strasbourg-Saint-Denis. Ils vous prévenaient un peu les policiers au fur et à mesure? Ouais, toute la demi-heure, quand ils avaient du retard sur elle, j'étais avec eux, quoi. J'étais dans leurs locaux, quoi. Même s'il est tard, les policiers gardent espoir. L'alerte continue à faire son chemin. À chaque information, une équipe se met en place et va sur le terrain à la rencontre d'éventuels témoins pour vérifier la véracité de l'information. Finalement, les appels ne donnent rien de tangible pour le moment. L'angoisse monte d'un cran. Jusqu'où peut aller Linda, la ravisseuse? Ça peut être un abandon d'enfant. Je veux dire, on laisse la poussette à un endroit, on s'en va, on fait autre chose. Non, c'était l'abandon. On craignait l'abandon n'importe où et on était dans la nuit, là, en pleine nuit. Pour mieux cerner Linda, les enquêteurs essaient de dégager un profil. On pense à une personne en mal d'enfant. Voilà, ça c'est la première idée qui est venue aux esprits des enquêteurs. Voilà, on pensait que c'était une jeune femme qui s'était attachée à l'enfant. Les profils des ravisseuses, de ces femmes qui sont finalement en grande difficulté psychique, qui sont, on pourrait dire d'une manière
très rapides, elles sont fragiles psychiquement. Cette fragilité psychique, elle prend appui surtout sur des agonies psychiques, c'est-à-dire des angoisses majeures qui leur donnent le sentiment de s'effondrer en permanence. Et elles vont sans cesse essayer de faire taire absolument ces angoisses majeures. Et pour les faire taire, elles vont essayer de combler un manque abyssal. Et pour combler ce manque abyssal, pour ces profils de femmes, on est du côté du besoin de posséder un bébé. Le danger pour le bébé est bien réel. Quand elles passent à l'acte et quand elles vont prendre un bébé à une autre, c'est quelle va être leur capacité à en prendre soin comme une personne, comme un bébé ayant des besoins réels. Elle peut être surtout dangereuse, et dangereuse y compris sans l'avoir voulu. Tout le monde n'est pas apte à s'occuper, à assurer un nourrisson, un nouveau-né, la sécurité physique et psychique, l'hygiène, le temps de sommeil, la survie, l'hydratation. Enfin, ça demande un minimum de compétences et de bienveillance. Si elle est simplement négligente, l'enfant est mort. Au petit matin, alors que l'angoisse habite les enquêteurs, ça bouge du côté de la cellule d'appel du 36. On apprend, et c'est l'information la plus intéressante, qu'un conducteur de bus de nuit, un octilien, a pris en charge une jeune femme avec un nouveau-né à la station Châtelet. La conduite à la place d'Italie, son terminus de nuit. Ce chauffeur situe la venue de cette jeune femme vers 5 heures, je crois. À 6 heures, il quitte son service, il monte dans sa voiture et il entend alerte enlèvement à la radio. Et il réalise que ça pouvait être son autobus qui a transporté la ravisseuse avec l'enfant. Tout de suite, cet appel paraît crédible aux enquêteurs. Parce que à 5 heures du matin, promener dans un autobus un petit nouveau-né, c'est quand même, ça sort de l'ordinaire, hein. Généralement, à cette heure-là, c'est des noctambules qu'on promène, mais c'est pas les bébés, c'est des adultes, hein. Une patrouille retrouve le chauffeur sur place. Et nous, à ce moment-là, on fait le nécessaire avec les RATP pour obtenir rapidement une photo de la caméra de surveillance de l'autobus. Ça y est, les enquêteurs mettent enfin la main sur la photo de Linda avec Bilal. Passé le premier soulagement de savoir Bilal vivant, il faut d'urgence renforcer la traque. Et l'adjoint du procureur prend la décision de relancer le dispositif auprès des médias. C'est pour ça qu'on a exceptionnellement rediffusé le lendemain matin, à un moment où on pouvait peut-être avoir plus de témoins. Un enfant a été enlevé. On a dû diffuser la photo dans le deuxième alerte enlèvement de la journée, du samedi. Et là, ça parle plus aux gens. Les habits, la stature, la poussette, c'était quand même plus utile. On visualisait ce qu'on cherchait. Tous les médias de France s'emparent des photos et les diffusent comme une traînée de poudre. Le plan alerte enlèvement a donc été déclenché pour la 3e fois en France après la disparition d'un bébé de 3 semaines hier à l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Voici les dernières photos de la jeune femme qui a enlevé l'enfant. On la voit ici avec le bébé dans la poussette. Ces photos ont été prises cette nuit dans un bus à 4h50 du matin au centre de Paris par une caméra de surveillance. Pendant ce temps-là, la cellule d'appel du 36 quai des Orfèvres est en effervescence. Les témoignages se multiplient. Il y avait d'autres informations qui nous donnaient la présence de cette jeune femme dans d'autres moyens de transport à d'autres moments de la nuit. Donc, on était à peu près certain qu'elle ne voulait pas fuir avec l'enfant, mais qu'elle était en train d'errer avec l'enfant. Ça nous paraît utile puisqu'elle prend les transports en commun.
c'est plus facile que de partir sur une départementale, dans un bois, etc. Et on se dit qu'on peut peut-être la tracer. Donc, le sens, le point d'arrêt, à quel endroit elle était déposée, à partir de là, quelles sont les stations qui peuvent être de bus, de RER ou de métro. Les patrouilles de la RATP sont toutes informées de la recherche du bébé et de Linda. Leurs photos sont affichées partout. Ça dit qu'elle n'a pas de voiture ou qu'elle n'est pas de connivence avec quelqu'un qui a une voiture. Donc ça nous dit qu'elle ne doit pas être bien loin. Il est 11h. Cela fait déjà 22 heures que Bilal a été enlevé. Le procureur François Molins décide de tenter le tout pour le tout. Face caméra, il s'adresse à la ravisseuse. Je voudrais dire à la jeune Linda, si elle nous regarde, qu'avant que les choses ne prennent un tour plus dramatique, il est de son intérêt bien compris, il est aussi, et bien évidemment, de l'intérêt du bébé, qu'elle restitue cet enfant le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Il lance un appel à la jeune fille dans un point de presse, en lui demandant de rendre l'enfant dans de bonnes conditions le plus vite possible. Donc un message directement au ravisseur. Ce qu'on peut faire comme procureur pour les alertes enlèvement. À la cellule d'écoute, les policiers continuent de trier, vérifier chaque témoignage très minutieusement. Et dans les médias comme sur le terrain, la traque continue pour retrouver la ravisseuse de Bilal. Alors, vous pouvez appeler ça une traque ou pas, quand on veut trouver un mineur en danger, il faut bien prendre tous les moyens et le plus vite possible. Jeu de piste, c'est peut-être plus soft qu'une traque. Ce matin encore, mais plus tard, vers 8-9 heures, Linda et le bébé ont été repérés à Créteil. Et enfin, peut-être dans l'Essonne, mais là, c'est moins sûr. Le problème, c'est que Linda a très peu de nourriture pour bébé. Et donc, on s'inquiète pour l'état de santé du bébé qui a à peine 15 jours. La cellule d'écoute est prise d'assaut par les appels de témoins. Très rapidement arrivent des informations de témoins qui se précipitent vers des agents RATP ou des policiers sur les quais en disant « je l'ai vu », et là, on la suit. L'étau se resserre. À midi, un appel retient l'attention des enquêteurs. Un témoin qui nous signale, en milieu d'après-midi, avoir remarqué cette jeune femme à la station de métro Saint-Michel, montée dans le RER C. Le train était en partance pour la grande banlieue, pour l'Essonne. Donc l'information arrive très vite. Elle est répercutée aux services de police locaux qui essaient d'immobiliser le train. Plus que jamais, il faut réagir vite. On ne connaît pas l'état du bébé, qui est déjà retenu captif depuis presque 24 heures. Mais les policiers arrivent trop tard. Elle leur a glissé entre les doigts. On a dû la rater à une station du RER à 30 secondes près, disent les enquêteurs. Les policiers n'abandonnent pas. Ils foncent vers la station d'après, celle de Brétigny-sur-Orge. Ils immobilisent le train. Leur intuition est la bonne. La jeune femme se trouve avec le bébé dans le train. Et c'est à ce moment-là qu'elle est récupérée, que le bébé est récupéré, bien sûr. Enfin, elle est capturée, elle est appréhendée à ce moment-là, avec le bébé, la poussette et elle, voilà. Linda n'oppose aucune résistance. Le petit Bilal est immédiatement transporté à l'hôpital. On a fait notre travail. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le plan alerte enlèvement avait donc été instauré pour la 3e fois et là encore, il a porté ses fruits puisque le bébé de 3 semaines qui avait été enlevé hier dans un hôpital de la région parisienne par une jeune fille de 18 ans a été retrouvé sain et sauf. Les policiers préviennent d'urgence la mère de Bilal.
Ils nous disent, ça y est, on a récupéré enfin votre petit. Là, on va aller le chercher. Et puis moi, c'était un moment de soulagement. C'est ça qui était le plus important. Mon amour, je l'ai retrouvé. C'est la prunelle de mes yeux, mon fils. Allô. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Aurélie retrouve son bébé à l'hôpital. Il va bien, il est en bonne santé. Il est juste un peu déshydraté. C'était un truc de ouf. Je m'en souviendrai toujours quand ils m'ont dit, voilà votre fils. Ah, mais moi, j'ai sauté du voix. C'était mon petit amour. C'est mon petit amour, c'est ma vie, mon fils. La ravisseuse, Linda, est placée en garde à vue au commissariat d'Arpajon, en Essonne. Devant les policiers, pour l'instant, elle n'a rien dit de ses motivations. Elle n'a rien expliqué de ce qui lui était passé par la tête. L'identité même de cette jeune femme, apparemment prénommée Linda, reste incertaine. Mais on ne sait pas qui elle est. Elle n'a pas de papier. Elle est illettrée, complètement illettrée. Elle ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Donc, il faudra essayer de comprendre d'où elle vient. Puisqu'on ne savait pas qui il était, il a fallu l'identifier. On l'a considéré comme majeur vu sa stature. Elle ne connaissait pas sa date de naissance. Cette question de l'âge présumé de Linda fait débat. Quand je l'ai vue, j'ai dit, elle n'a pas 18 ans, c'est pas possible. Voilà. Dire, les parents du petit Bilal se sont complètement trompés, elle n'a pas 18 ans. Et elle dit quoi sur son âge? Elle a dit qu'elle a 19 ans. Donc on lui fait faire l'examen osseux, et l'examen osseux révèle qu'elle est mineure. On ne donne pas d'âge, mais elle est mineure. Son âge est primordial dans cette affaire. Si Linda est mineure, elle ne peut pas être poursuivie en justice pour l'enlèvement de Bilal. Et c'est en fonction de son âge exact que va statuer le juge des enfants. Il faut qu'on trouve les parents. Sûr, on ne peut pas faire autrement. Elle nous parle d'une caravane où elle vivrait, où elle aurait vécu, où elle vivait, avec une partie de sa famille, que cette caravane serait près de l'aéroport d'Orly. Les policiers l'emmènent avec eux et font le tour des campements de gens du voyage aux alentours. Ils les écument un à un, jusqu'à trouver la mère de Linda. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Alors elle vient avec le livret de famille et une photo de Linda. Donc on l'a identifiée avec certitude. Et c'est là qu'on apprend qu'elle n'a même pas 13 ans. Elle avait 12 ans et demi. Alors qu'on l'a traitée tous, enfin, les policiers plus aguerris peut-être que moi, ils l'ont pris pour une majeure. Il a quand même fallu un recoupement d'arguments pour y donner un âge à cette gamine. Il y a souvent des fausses maturités chez les sujets très carencés. Ils ont des aspects adultomorphes comme ça. En fait, psychiquement, ils sont infantiles, ils sont carencés, mais physiquement, on a parfois des aspects pseudo-matures, adultomorphes, il n'y a pas d'autres termes. Donc ça peut tromper. On a l'habitude de jeunes majeurs qui se disent mineurs pour échapper à la correctionnelle. Hein. Donc c'est une habitude, ça, on connaît ça tout le temps. Hein. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est une mineure qui se dit majeure. Pourquoi? Je ne sais même pas. Les parents de Bilal sont interrogés à leur tour. Le père, Khalifa, est celui qui a le plus fréquenté Linda. Il continue d'affirmer qu'il n'a jamais imaginé qu'elle était encore mineure quand il l'a hébergée. On nous avait dit qu'elle était majeure à la base. Mais moi, majeure, je me dis, elle ne fait pas son âge. Je me posais déjà des questions sur elle. Et je n'avais pas totalement confiance en elle, puisque je ne la connaissais pas. Donc quand vous ne connaissez pas la personne, vous faites confiance à l'autre personne que vous connaissez. L'identité de Linda, enfin révélée, permet de découvrir son passé. Un passé très trouble. L'enfant était à l'abandon. Hein. Cette jeune fille avait déjà fait des fugues. La famille n'avait jamais signalé aux autorités qu'elle était en fugue. Elle était complètement abandonnée.
Le passé de Linda a évidemment joué dans son passage à l'acte, et de même qu'il influe sur la dangerosité. On a une enfant carencée qui a fait de très nombreuses fugues, au point que sa famille a baissé les bras et l'a quasiment abandonnée en disant « on n'en tirera jamais rien ». Et c'est à cet enfant-là qu'on a confié, qui s'est approprié un enfant de 2 semaines et dont dépend la survie. Ça fait peur. C'est véritablement une situation anxiogène et sans issue. Et heureusement que cette issue a été heureuse en 24 heures, parce qu'on ne peut pas spéculer sur ce qui se serait passé, mais on avait effectivement toutes les raisons de redouter le pire si l'alerte enlèvement n'avait pas porté ses fruits aussi rapidement. Linda est aussitôt déférée devant le juge des enfants au tribunal de Bobigny. C'est lui qui décide de la suite pour la jeune fille. Mais d'abord, il cherche à comprendre pourquoi Linda a commis ce rapt. Elle nous a dit, mais bon, ça prête à sourire, hein, qu'elle en avait assez d'attendre à l'hôpital alors qu'elle est partie avec les enfants. Je ne pense pas qu'elle a vu des velléités contre l'enfant, de le secouer, de le jeter à l'eau, mais que compte tenu de son développement psychomoteur, c'est qu'elle passe d'une idée à une autre. Qu'elle puisse le laisser dans une gare et puis partir faire autre chose, comme quand elle était dans la salle d'attente de la maternité en disant « c'est trop long, je trouvais le temps trop long, je suis parti ». Elle aurait pu partir ailleurs, mais en laissant la poussette, ce qu'elle n'a pas fait, Dieu merci. L'inquiétude, c'était ça, compte tenu de sa psychologie. Est-ce qu'elle était malfaisante ou pas, son intention? La réalité, très probablement, vu le niveau de Linda, qui n'avait pas d'intention. C'est un passage à l'acte qui n'a pas été anticipé, qui n'a pas été élaboré, mais ça ne la rend pas moins dangereuse pour assurer la survie d'un nouveau-né. Finalement, un examen psychiatrique de Linda est ajouté au dossier. Et il met un nom sur la personnalité si exceptionnelle de la jeune fille. Je me souviens alors d'un propos de l'expert ou de l'expertise écrite. Elle avait le profil d'un enfant sauvage, au sens de la littérature du 19e siècle. Un enfant qui n'a pas d'éducation, pas les éléments minimums pour vivre, l'enfant sauvage. La notion d'enfant sauvage est une très vieille notion qui n'est plus du tout utilisée actuellement, qui décrivait des enfants qui vivaient vraiment en marge de la société, plutôt dans des communautés très marginales et encore en marge de ces communautés. Donc qui n'avaient pas eu d'éducation familiale importante, qui n'avaient pas intégré les normes et les valeurs sociales, qui bien sûr n'avaient pas connu l'école, n'avaient pas connu de système, on va dire, socio-éducatif qu'on a tous plus ou moins connus. Et donc, qui n'ont pas ces repères-là dans la tête de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il est bon de faire, pourquoi on fait les choses. Et donc, ils peuvent être extrêmement différents de nous à ce niveau-là. Le lundi 15 janvier 2007, Linda est mise en examen pour enlèvement et séquestration sur mineur. Nous l'avons déclarée irresponsable, ou en raison de son âge, parce qu'elle avait moins de 13 ans, et pas capable de discernement. Le parquet décide donc de la placer en foyer spécialisé, car son jeune âge ne permet pas une détention provisoire ou un contrôle judiciaire. Un foyer dont elle s'enfuit quelques mois plus tard. Linda est à ce jour encore introuvable. L'alerte enlèvement de Bilel s'est clôturée par un débriefing général. 2 mois plus tard, en mars 2007, les différents intervenants de l'alerte se retrouvent pour faire un état des lieux. On débriefe et chacun dit naturellement ce qu'il pense. Où est-ce qu'il y a eu du retard et pourquoi ça c'est trop long, pourquoi vous n'avez pas fait ci, etc. On n'est pas là pour se taper sur le ventre en disant on a réussi. On cherche tous à améliorer. Et pour nous, dans cette affaire-là, c'est le gain de temps. On trouvait dans ces débuts d'alerte enlèvement que c'était quand même long. Voilà.
Ce qui pourrait être améliorable, selon moi, c'est une prise de décision plus rapide afin qu'une diffusion du message puisse être effectuée à des horaires avec un impact important sur le public. Voilà, c'est ça qui me paraît le plus discutable, en tout cas récemment. Je trouve dommageable que la diffusion soit si tardive dans la nuit ou au milieu de la nuit. Évidemment, le public est moins impacté, moins touché, et donc l'information est moins bien reçue et on a moins de renseignements issus du public, forcément. À chaque alerte enlèvement diffusée, le dispositif est mis à jour. Le but est de simplifier chaque démarche pour gagner du temps. Ces débriefings m'ont permis d'arrondir les difficultés, de se passer d'éléments qui pouvaient perdre du temps. Et puis, ça enrichit tout le monde. Ça enrichit ceux qui ne l'ont pas encore eu. Ils ne connaîtront pas ces difficultés-là quand ils auront à le mettre en œuvre. La question du bien fondé du déclenchement de l'alerte a aussi été au cœur des débats. C'était indispensable, moi, je dis. Il y a eu un débriefing qui a été fait après avec la direction de la police judiciaire, avec le parquet, et d'ailleurs, le directeur de la police judiciaire de l'époque me disait tu vois, pour moi, il ne fallait pas déclencher l'alerte enlèvement. Voilà. Je lui ai dit, tu te trompes. Si on n'avait pas déclenché l'alerte enlèvement, ça pouvait durer encore combien de temps? Et qu'est-ce que serait devenu ce petit bébé? Voilà. Dans quel état on l'aurait retrouvé si on le retrouvait? Et ça, le parquet était convaincu qu'il fallait déclencher l'alerte enlèvement. Et que c'est effectivement l'alerte enlèvement qui a permis de le retrouver dans un délai raisonnable pour ne pas mettre en péril la santé de ce petit nouveau-né. Pour le petit Bilal et sa famille, l'après-alerte enlèvement n'a pas été simple. Dans un premier temps, l'enfant est rendu à ses parents. Aurélie s'accroche à son fils. Il dormait avec moi. Je dormais, il dormait avec moi, carrément. Dans le même lit. Mais en parallèle, les services sociaux mènent une enquête. On constate à un moment que la famille semble une famille difficile, voilà, hein, c'est parce qu'ils habitent un logement quasi insalubre, parce qu'ils accueillent chez eux n'importe qui, ils confient leur petit nouveau-né à n'importe qui, c'est tout. Après, c'est le problème des services sociaux. À 7 mois et demi, Bilal est finalement confié à l'aide sociale à l'enfance. Rien ne va plus dans le couple d'Aurélie et Khalifa. Dans les couples, les fonctionnements de défense peuvent être très différents. On peut en avoir un qui se ferme totalement, qui se vide, qui devient totalement apathique, qui ne dit rien, qui ne va même pas juger, qui va être incapable d'en dire quoi que ce soit. Et puis l'autre être beaucoup plus dans quelque chose qui expulser à l'extérieur l'angoisse en étant dans l'agir, faire, chercher, alerter. Vous voyez, on peut avoir des comportements très très différents selon les personnes. Nous ne sommes pas du tout égaux dans nos manières de répondre à l'angoisse et de nous en débarrasser, de faire en sorte de la maintenir à distance. Donc vous pouvez tout à fait, dans des affaires similaires, voir des fonctionnements très très différents. J'ai demandé le divorce, donc tout s'est enchaîné après, quoi. Un divorce à l'amiable, mais qui reste néanmoins douloureux. Aurélie est seule, loin de son fils, et rongée par les remords. Aurélie peut se faire le reproche de n'avoir pas aperçu le danger, ou bien l'un des deux du couple de parents a vu le danger et l'autre l'a rassuré à tort. Je pense que ça va mettre du temps à être apuré, ce compte-là. Vous voyez, cette espèce de ressentiment, de rumination, d'accusation ou d'auto-accusation sur la naïveté et sur l'inconscience, d'avoir hébergé une jeune femme qui était quand même, on va le dire très gentiment, simplette. Ça, c'est quelque chose que le couple aura affronté ensemble, en espérant qu'ils ne se rejettent pas l'un sur l'autre la culpabilité. Moi, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. J'ai été suivie quand même par un psy. J'étais bien encadrée après, quoi.
Aujourd'hui, Bilal a 13 ans. Les services sociaux l'ont rendu à son père. Aurélie n'est plus capable de s'en occuper. Malgré tout, pour elle, cet éloignement ne passe pas. Son père a pris mon fils pour l'emmener en Tunisie. Et depuis, je ne le vois plus. Voilà. Je sais un petit peu par téléphone. Mais je voudrais franchement, je vous avoue, je voudrais le revoir. Mais pour le moment, Aurélie doit affronter un autre combat, celui de sa santé. Suite à de graves soucis médicaux, elle est placée en clinique pour se rétablir. Plus de 13 ans après les faits, le traumatisme de l'enlèvement de son fils reste encore pesant pour Aurélie. Pendant 24 heures, elle m'a enlevé une partie de ma vie, quoi. Il faut comprendre ce que je veux dire. Elle m'a enlevé ma vie. Mon fils, c'est mon sang, c'est ma chair. J'aurais tout fait pour lui. Donc ça va, heureusement qu'il l'a retrouvé, parce que sinon je me serais plaint, j'aurais pas pu vivre. Malgré les années qui passent, la personnalité si trouble de la ravisseuse hante toujours les mémoires. Des vols de nourrissons, on en connaît même avant alerte enlèvement. Des mères qui cherchent des enfants, qui se déguisent, qui prennent des bébés, ça suscite une intense émotion dans l'opinion publique, avant alerte enlèvement. Donc les rapts de nourrissons, c'est grave, mais c'est pas nouveau. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est le profil, le point d'interrogation sur cette ravisseuse. Quand je vous dis enfants sauvages, on en rencontre peu, au sens psychiatrique du terme, des enfants sauvages. Et bien, c'est arrivé à Montfermeil.